monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, ma tête le bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et on enregistre cette émission pour la deuxième fois parce qu'on a eu un problème technique. La vie est belle, c'est merveilleux, on est à Lyon, il y a Nicolas, Mathéo, je suis à 2000 à l'heure, c'est incroyable ce soir. C'est une semaine du mois de mars et nous sommes entre amoureux ce soir. Nous formons un beau trouble. Mathéo, comment ça va ce soir? Eh bah écoute, la forme, hein, toujours la forme, on est à Donf. Maintenant, je peux le dire plus sérieusement que la première fois qu'on a enregistré, Lyon brûle ce soir, clairement. C'est avec vrai. La mairie du 4ème qui est en train de cramer là. Parce que on est le au moment où on enregistre, on est le 18 mars et l'émission sortira sûrement une semaine après ou quelques jours plus tard, je sais pas, ça dépendra quand est-ce que j'aurai fini de monter et de sortir l'émission avant, parce que voilà, on a du retard sur les sorties, ce qui est terrible. Mais du coup, Lyon brûle, 49.3, c'est le... Contrairement à Notre-Dame, c'est le film de Jean-Jacques Hano. 49.3, c'est le Zbeul. C'est la durée de l'émission aujourd'hui. 40 minutes 3. Ah mais regardez. 3 secondes. Regardez quoi? Bah la durée de l'émission. Ah bah oui, on va... voilà, vous avez déjà regardez les actualités, putain, renseignez-vous. En fait, vous savez plus que nous la durée de l'émission. Mais d'ailleurs, Victor, il y a un invité aujourd'hui. On accueille Elisabeth Borne. Exclu. Bonjour. Nicolas est là ce soir aussi. Nicolas, comment tu vas? Ouais, bah écoute, ça va très très bien. Ça ira encore un peu mieux quand mon ventre sera plein. Oui, parce qu'on va manger, parce que là il fait faim, parce qu'il est minuit 37 au moment où on enregistre, vu qu'on a raté problème technique l'enregistrement. Je pourrais vous conter à quel point le ciel est beau depuis Lyon, mais depuis Bron même très exactement. Mais je vais simplement dire que petite émission très cool. En fait, au final, on va parler des Oscars un petit peu, on va parler de bah tu cheeses l'émission. Ouais, de tous 3 films. En fait, voilà, je prends les devants. Non mais ça va être cool, ça va être sympa. Non, on est que 3 ce soir parce que malheureusement nos comparses n'ont pas pu venir pour des raisons différentes et externes. Ils nous ont abandonnés. Voilà, ils nous ont abandonnés, mais du coup on va mettre beaucoup d'énergie, on va faire une émission à fond comme si on était 6 ou 8 ou 9 ou une armée de révolutionnaires révoltés sur la place de la Bastille, de la Concorde, je sais plus. En ce moment c'est place de la Concorde. Voilà. Révoltons-nous contre Émilie. Et on va être divisé sur les films, vous allez le voir. Mais on commence alors oui, d'abord attendez, on commence. D'abord on fait la dédicace. La dédicace comme d'habitude, y a pas Gaston pour faire le foot, mais il y a Nicolas pour faire les conneries. Et Nicolas, c'est l'histoire. Nicolas, il va nous parler de notre dédicace du jour à nos auditeurs auditrices de Villette Danton, que je ne connaissais pas personnellement. Et Villette Danton, Nicolas, dis-nous un mot. Ouais, et très belle église, très belle église. C'est où déjà? Ah, c'est à côté de la Tour du Pin. Voilà, donc je sais pas très bien où c'est. C'est dans l'Isère, tu crois. Exactement, c'est en Isère. Petite ville qui a subi les invasions des Allobroges jadis, qui en a bavé. J'espère que vous en avez survécu, les gars, comme dirait Gaston. Aussi qui a accueilli et qui a vu naître le célèbre cycliste et coureur Clément Russo, qui a gagné beaucoup de compétitions de cyclocross. C'est-à-dire qu'il court et qui fait du vélo en même temps. C'est très impressionnant, allez voir. Il a 3 jambes. Il faut faire semblant d'être surpris pour la deuxième fois parce que du coup on a déjà l'info, tu vois. Oh les gars, attends, le cyclocross. Mais ouais, Clément Russo, je te promets, le frère des frères Russo. Alors Guillaume Busso, t'as fait la même faute que la première fois. Il a fait la même faute que la première fois, les gars. Guillaume Busso, voilà. Donc Guillaume Busso, qui est le scénariste de tous les films de ce soir. Dont surtout de Émilie, étant donné la qualité du scénario. Bon, c'est du troll, mais Nicolas n'a pas aimé, moi j'ai bien aimé. Attention, spoiler, on va être divisé. Attention, spoiler, on va parler de certains films. Je serai la mesure. Voilà. Donc petit coucou à Villette Danton, et c'est sympathique. Envoyez-nous des messages si vous venez de là-bas, si vous vous voulez qu'on organise une fête, un barbecue végétarien. J'adore les merguez. Voilà. Manger des merguez, manger de la viande. Si vous voulez faire une disco, on dit n'importe quoi. C'est pas grave. Allez, c'est bon, on enchaîne. On va parler des Oscars. On va parler des Oscars. Putain, j'ai pas teasé quand même les 3 films parce que du coup on va parler des Oscars brièvement parce qu'au moment où on enregistre ça fait une petite semaine et demie, donc peut-être 2 semaines pour vous quand il sortira l'émission, qu'on a eu l'annonce des récompenses des Oscars. Mais oui, on va parler des Oscars comme on avait fait pour les Césars, et on va aussi parler de 3 films dont du coup Toute la beauté et Le sang versé, Émilie et Ouria, que je suis seul à avoir vu. Ouria, mais on va en parler avec joie et bonne humeur. Et on va commencer du coup par vous parler un petit peu des Oscars, les amis. Les Oscars 2023, qui était la 95e cérémonie, si je dis pas de bêtises, des Oscars. Je refais pas la blague 49.3, c'est bon. 49.3, c'est fait déjà, Nicolas. C'est fait. Et du coup, cette cérémonie, Nicolas, est-ce que tu veux nous parler un petit peu en général des Oscars, du rôle des Oscars aussi? Alors, moi, c'est une
une cérémonie qui me touche un peu moins que des prix qu'on pourrait attribuer dans des grands festivals comme le Lion d'Or dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est une cérémonie vachement tournée sur son économie, sur l'économie et l'image en fait du cinéma américain ou américanisé, on va dire, pour Everything Everywhere All at Once par exemple, c'est un peu triste que aujourd'hui, enfin cette année, on trouve par exemple des films comme Babylone qui ne sont pas sélectionnés, qui ne sont pas montrés parce qu'ils ont fait un flop complet, que ce soit à l'international ou surtout sur le territoire américain. En France il a quand même un peu marché Babylone, mais comparé à ce qu'il a fait aux États-Unis, c'est vraiment c'est ce qu'on France, appelle, c'est 1 400 000. ouais, c'est une goutte d'eau dans une flaque, dans un étang. Mais derrière cette image, on a quand même une représentation, enfin moi ce que je retiens, la représentation d'un studio qui a gagné 9 prix, donc avec notamment la consécration de Brendan Fraser et l'explosion de Everything Everywhere All at Once. Et ce studio, c'est A24, A24 for the Americans. Voilà. Voilà. Premier studio à remporter tous les Oscars principaux sur une même cérémonie d'Oscars, parce que là c'est le cas. Dont 7 avec Everything Everywhere All at Once. Et 2 pour The Whale. Donc vraiment carton plein pour A24. Nicolas, est-ce que tu veux nous parler et nous expliquer un petit peu A24 en général ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est important aussi que ce soit cette boîte, non, j'allais dire cette boîte, mais ce studio, je suis fou. Ce studio que j'adore aussi. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que c'est A24 aussi? Merci de ton interrogation, Victor. C'est pas comme si on avait fait 4 fois déjà cette prise, donc je vais vraiment avoir du mal à en parler. Non, A24, c'est ce studio américain naissant, puisqu'il est tout récent entre guillemets, qui a vu naître de grands auteurs, qui a fait naître de grands auteurs, à la fois américains surtout et un peu internationaux, qui du coup promeut le cinéma d'auteurs aux États-Unis, à des films de, on va dire, relativement petit budget, même si maintenant on arrive à faire des films à peu près à 15 millions, comme Everything Everywhere All at Once. Et les Oscars donc viennent consacrer la gloire de ce studio qui a vu naître d'ailleurs des auteurs comme Ari Aster, comme Robert Eggers, comme les frères Safdie que j'ai en tête, et qui a consacré des acteurs comme Robert Pattinson qui était empêtré dans une galère d'images. Une sombre affaire de vampire. Une sombre affaire de vampire pâle. Mais ouais, A24 c'est un studio qui promeut aussi la production à la hauteur, on va dire, c'est-à-dire des films d'auteurs comme on a pu faire en France pendant la Nouvelle Vague, c'est-à-dire que c'est des films qui sont gouvernés par des auteurs et non pas par une économie particulière. On pense à Everything Everywhere All at Once, où certaines scènes, quand on voit l'avalanche d'images du visage de la protagoniste à un moment dans le film, où certaines des plans de fond ont été tournés pendant les vacances des frères Daniels. Des réalisateurs. Des réalisateurs. Donc c'est dire à quel point ce ne sont pas des films de studio, ce ne sont pas des films gouvernés par une organisation particulière, mais qui laissent la place à l'auteur, à l'expérimentation et aussi au fait de voir naître en fait des nouveaux réalisateurs et des nouvelles réalisatrices. Ouais, complètement, c'est intéressant cette question-là. Et puis faut dire aussi que c'est 7 prix, donc 7 récompenses sur 11 pour Everything Everywhere All at Once, ce qui est un carton plein et ce qui est énorme. Après, est-ce que ça cache pas du coup aussi d'autres films qui auraient pu être mis en avant? Est-ce que c'est génial? C'est génial, oui, pour A24, mais pour le cinéma en général, parce que c'est surtout un succès en salle. Comme a dit Nicolas, Everything Everywhere All at Once, c'est un film qui a bien marché aux États-Unis, un peu moins en France, mais qui avait eu un succès énorme. Et du coup, on récompense un film qui a eu un bouche à oreille, un succès énorme, parce que il a eu ce succès-là. Et c'est pas forcément parce c'est un très bon film. Et c'est un très bon film. Hein. D'ailleurs, on va en parler dans une prochaine émission qui sortira dans 1-2 semaines, je sais plus, sur la question du multivers et des dimensions parallèles. Et donc, on parlera d'autres films. On fera un diptyque, je pense. Et voilà, donc c'est un film très intéressant. Mais voilà, est-ce que c'est bien qu'un film remporte 7 Oscars et par exemple The Fabelmans 0? Je sais pas. C'est la question que je vous pose aussi. Moi personnellement, je pense que c'est pas déconnant que le film remporte cet Oscar, parce que c'est 2 réalisateurs, un duo de réalisateurs, du coup les Daniels, qui sont quand même très récents. Ouais, avec des acteurs qui ne sont pas très connus pour la plupart, qui sont qui sont pas connus. Faut quand même se dire que c'est la première fois qu'une femme d'origine asiatique gagne un Oscar. Pour la meilleure actrice. Et je pense que c'est très important que ce film soit mis en avant, parce que pour moi c'est le renouveau du cinéma
dit populaire, d'un cinéma qui est en tout cas visible par tous, qui est accessible à tout le monde. C'est quand même un film d'action, un film de kung-fu qui est ultra éblouissant en termes de mise en scène, en termes de scénario. C'est une histoire qui est prenante, et ça nous change quand même pas mal de beaucoup de films qui sont produits. Et justement, c'est une réussite en salle. C'est bien qu'il soit acclamé, parce que comme ça lui donne une vraie légitimité institutionnelle, au sens de une légitimité en tant qu'auteur. Ouais. Parce qu'il a reçu énormément de prix, et il restera dans l'histoire. Et ça peut aussi surtout donner des idées à des futurs réals, à des productions, à conforter les studios que ce genre de film, on peut parier dessus parce que le public va aller le voir. Ouais. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour le futur du cinéma qu'un film comme ça soit mis en avant. Surtout qu'on est dans une crise aussi aujourd'hui dans le ciné, et Nico acquiesce. Je sais pas si on voulait parler de la même chose, mais moi je voulais surtout rebondir sur des discussions qu'on a pu avoir déjà par rapport à The Northman et d'autres films, voilà, c'est la même chose, qui sont des films à 65 millions, des films à moyen budget, qui sont comme des budgets imposants, mais pas des budgets de blockbuster énormes, et ces films-là peinent à trouver une rentabilité et un public. Voire même se cassent complètement la gueule et sont des échecs économiques cuisants pour Nightmare Alley, pour The Last Duel, pour The Northman, des films qui sont tous absolument brillants mais qui n'arrivent pas à trouver leur public. Et voilà. Est-ce que Everything Everywhere All At Once va changer la donne, ou est-ce que c'est une espèce de goutte d'or, référence au film de semaine précédente, dans une eau qui est au final un peu sale? Je ne sais pas. J'espère que ça changera les choses. Et aussi, ce que je voulais dire quand même, c'est que les Oscars, c'est pas mal que ça lui donne aussi une espèce de légitimité à aussi une forme de public qui le trouvait un peu rebutant, parce que, bah oui, l'affiche, on voit clairement que c'est un film de kung-fu, c'est très... c'est pas vraiment un film de kung-fu. Coloré, oui, mais moi, je parle... On peut presque dire ça quand même. Hein. Non, mais je parle aussi en connaissance de cause, parce que ma maman, que je salue, m'a dit, bah, j'ai pas trop envie de le voir, film kung-fu, film d'action, mais ouais, mais en fait, au final, c'est un film alors que c'est un drame, qui utilise ça comme un contexte, comme une forme, et qui le dépasse de très très loin. Et je pense que le fait qu'on lui donne des Oscars, on légitime aussi le fait que c'est pour tout le monde. C'est très méta, mais il fait tout partout en même temps, le film. Ouais, c'est ça qui est très très fort. Ça, on reviendra dans l'émission de la prochaine fois. Oui, on tease sur Everything Everywhere All At Once. Mais non, sinon, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis on a parlé brièvement aussi des récompenses, donc pour A24. Mais parmi ces récompenses, il y a quand même 2 prix marquants, je trouve, qui sont les prix du meilleur acteur et du meilleur acteur la meilleure actrice aussi, parce qu'on l'a dit, c'est la première femme qui était d'origine asiatique, je crois, c'est ça, remporté un Oscar. Et puis on a surtout, en fait, moi ce qui m'a beaucoup ému en voyant la cérémonie, c'est Brendan Fraser et Kei-Wan Kwan, qui sont les 2 acteurs qui ont remporté respectivement meilleur acteur et meilleur acteur en second rôle, qui sont des gens qui ont connu une traversée du désert énorme. C'est-à-dire que Brendan Fraser, il a eu des gros problèmes physiques liés à des tournages, des cascades sur des films, et depuis 2008, il a plus rien fait. Et il faisait que des petits rôles, mais c'est pas... Non, mais c'est quasiment plus de quasiment, mais il est revenu avant quand même The Whale, il a fait des apparitions dans des séries notamment, mais c'est tout petit. Mais très très peu, et il revient, et ce mec-là a galéré, a souffert, et voir son discours assez touchant sur cet Oscar qu'il a, alors qu'il pensait que c'était fini, que sa carrière allait s'arrêter, c'est touchant. Et pareil pour Kei-Wan Kwan, c'est un mec qui a commencé avec Indiana Jones, avec Spielberg, qui a fait les Goonies quand il était gamin, et qui est un mec immigré, qui arrive aux États-Unis, qui a rien, et qui finalement se retrouve sur la plus grande scène d'Hollywood. C'est quelque chose d'assez beau. Et après, bien sûr, il y a le discours de remerciement aux parents, en larmes, à la mère, à tout le monde, ce qu'on a vu 50 fois. Il prononce quand même le truc typiquement oscarien, c'est ça le rêve américain. Oui, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer, on est d'accord. Ouais, moi aussi, ça m'a fait tiquer parce que voilà, c'est idéaliste et c'est pas forcément réaliste non plus. Mais en même temps, c'était assez beau. Et quand on voit que quasiment tous les discours, c'est surtout des remerciements à la grand-mère, au grand frère, au producteur et à Jean-Michel qui a fait le son, sans dénigrer le son du tout, hein, je parle juste... Tu dénigres le son ? Non, tu stigmatises le son. Non, mais voilà, Jean-Michel photographie, voilà, moi j'adore la photo et l'image, mais voilà, mais par contre, il a pas de perche sur les films. Il y a pas de perche, il a une caméra, il a
Je sais pas ce que voilà. Un Bon, miroir. on en finit. Non, je dis n'importe quoi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est génial de remercier, mais ce qui change aussi, c'est qu'on peut passer des messages et mettre en avant des valeurs ou des propos dans les cérémonies. Ce qu'a pu faire aussi Dominique Moll au César en parlant de ses agressions et je sais plus le prénom de la jeune fille qui avait été agressée. C'était pas Maud Non, je sais plus. Mais voilà, qui avait mis en avant aussi. oui. Je l'ai plus. C'était Clara dans le film, et je crois que je sais plus le prénom de la jeune fille dans la vraie vie, mais qui avait mis en avant ces faits-là. On a parlé beaucoup des questions féministes aussi. C'est important de mettre en avant ça. Et puis voilà, là, le fait de juste aussi voir la traversée du désert de deux acteurs qui reviennent après tant d'années, c'était émouvant, ça m'a beaucoup plu. C'était le moment émotion avec aussi, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le souligner, la prestation de Lady Gaga qui était absolument superbe, où elle est arrivée complètement démaquillée, très neutre, Oui. petit t-shirt. Parce qu'elle sortait du tournage du Joker 2, elle n'a pas eu le temps de se maquiller. On aurait pu se dire, en fait, dans la salle, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle est venue vraiment maquillée, qu'elle a dû se démaquiller juste pour la performance. Donc, c'était vraiment voulu ce côté sobre, et ça m'a vraiment ému cette performance. Mais d'ailleurs, justement, aussi, meilleure chanson, qui est très surprenant, c'était la chanson pour le film RRR, qui est un film de Bollywood, ce qui est surprenant aussi, qui change. Enfin voilà, c'était une cérémonie assez spéciale, parce que c'était pas forcément... Alors, oui et non, j'allais dire, c'est pas forcément les attendus, si, parce que Everything Everywhere All At Once, c'était vraiment le favori. Et en même temps, est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit un film de Bollywood qui ait la meilleure musique? Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit un film Netflix qui ait 4 prix, qui soit le film le plus récompensé après Everything Everywhere All At Once? Je sais pas. Et justement, ça, j'aimerais aussi en discuter un petit peu avec vous. Ces Allemands qui viennent voler les prix. Non, mais ces Allemands, c'est surtout Netflix en fait. En réalité, la question, c'est surtout Netflix. Est-ce que Tu veux dire Netflix? Netflix. Non, mais qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que les Allemands nous ont tout volé? Que le film Netflix ait remporté autant de prix? Par contre, ils ont volé à Chazelle plein de trucs. Parce que Babylone, pas de prix, hein. Que dalle. Et Nicolas pleure, Fabelmans aussi n'a rien eu, c'est triste. Mais Fabelmans, c'est moins grave. Non, Ils ont marqué l'histoire, c'était déjà pas mal. Non, mais il aurait fallu mettre un petit Will Smith qui aurait mis une claque à tout le monde, ça aurait remis les idées en place et on aurait mis des prix à Nicolas a le sourire et la moustache, voilà, et ça n'a rien à voir. Mais non, Nico, la question de Netflix, de la légitimité, d'être dans ces cérémonies, de pouvoir avoir des récompenses en sachant que des festivals comme Cannes aujourd'hui n'autorisent pas, en tout cas ne sélectionnent pas des films de plateformes de streaming. Jusqu'à ce que Killer of the Flower Moon ait la Palme d'Or. Ça, potentiellement, le nouveau Scorsese, on verra, mais s'il est sélectionné ou non. Mais la question des Oscars, juste brièvement pour finir sur cette question-là, de Netflix qui remporte des prix, est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas légitime par rapport à d'autres films qui sortent en salle et qui ont un risque financier alors que Netflix, il est serein? Et qu'est-ce que vous en pensez, Mathéo, aussi, dis-moi? La question, elle est économique en fait, parce que aujourd'hui, s'il y a toujours des réticences du milieu du cinéma à valoriser ce genre de films, c'est que c'est des films qui sortent sur des plateformes qui mettent en péril le système de sortie en salle, etc. Ouais, complètement. Mais en fait, le truc, c'est que de mon point de vue, les films, on les traite de manière artistique. C'est-à-dire que là, c'est artistiquement, est-ce que le film est bon ou pas? Est-ce que le son est bon ou pas? Et donc, à partir de là, oui, ils peuvent avoir des récompenses. La question après, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à la manière d'intégrer ces nouvelles manières de produire et surtout de distribuer le cinéma au sein de l'économie du cinéma pour faire en sorte que les salles ferment pas, qu'on ait toujours la possibilité d'aller au cinéma comme on veut et que ces films participent comme les autres à cet univers artistique qui est incroyable, qui est le cinéma. Ouais. Nicolas, un mot sur la question Netflix et compagnie? Toi, je crois que t'adores Netflix, c'est un artisan. Ouais, Amazon, j'adore. T'es fan, t'as Ouais, fait la promotion à Cannes, non? Exactement. Non, tu hurles. Ouh. Non, en fait, pour moi, Vas-y, la dis-moi. question peut être répondue assez facilement et à plus ou moins deux versants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer cette part du marché, surtout américain. Tant en fait, elle produit des films, elle participe et elle est en fait dans l'économie du cinéma. Mais en même temps, c'est une phase du marché qui vient déstabiliser, qui vient détruire toute une partie des cinémas indépendants, parce que oui, elle produit des auteurs comme Guillermo del Toro, comme Jane Campion, comme même Ridley Scott qui va venir avec Apple TV faire du Napoléon, peut-être même du Gladiator 2, même si je pense qu'il sortira au cinéma.
mais c'est que voilà, c'est que de la façade parce qu'elle n'a jamais fait réellement émerger de nouveaux auteurs. Elle ne participe pas en fait à un marché du cinéma, de l'investissement en fait dans l'image, dans le renouveau de l'image, dans la création artistique, et elle conforte le monde dans une espèce de cinéma banalisant, qui ressemble de plus en plus à de la série, parce que le cinéma et la série, ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même art, et donc glorifier ça à travers des récompenses, je trouve pas que ce soit forcément pertinent et une bonne chose pour l'avenir du monde, mais en même temps ne pas le faire serait complètement naïf. Ouais, ce serait aussi être en décalage avec son époque, et c'est aussi un problème parce que c'est ce qu'on peut avoir, on a pu avoir ces discussions pour les Césars, tout ça, est-ce que ça attire toujours du monde, est-ce que ce côté glamour il est intéressant, je sais pas s'il y a tant de monde j'imagine qu'il y a quand même pas mal de millions de personnes qui ont vu la cérémonie, mais en dehors des gens qui ont vu la cérémonie en direct et qui sont intéressés directement par toute la cérémonie, je pense que les extraits, dont par exemple les passages chantés, on a eu Rihanna, on a eu Lady Gaga, c'est des passages qui sont extrêmement populaires et visionnés sur YouTube et compagnie, avec des dizaines de millions de vues, et ça a quand même sa part de glamour et d'importance, et voilà, on peut parler aussi de tout ce qui est paillettes, décors, champagne, et caviar, voilà, avant les Oscars, ouais, avec les 50 000 dîners Louis Vuitton et compagnie, c'est Valentino et tout ça, c'est des paillettes, c'est de la mise en avant, c'est du blabla, mais c'est des photos, et ça fait vendre aussi les acteurs, les films. Donc je sais pas, est-ce que brièvement vous êtes plutôt pour, plutôt contre les Oscars, vous aimez On est pas? plutôt pour ou contre les Oscars? Bah ouais, non, mais est-ce que t'es fan? Moi je suis pour les bons films. Ouais, Nicolas, magnifique. C'est ça, c'est que la problématique, c'est est-ce qu'on récompense artistiquement le cinéma? Est-ce qu'on vient vraiment traiter du fait qu'un film est bon ou pas? Ou est-ce qu'on va juste valoriser les films qui font des bonnes sorties au box-office? Je pense que là, pour le coup, c'est intéressant que ces films-là aient été récompensés. Bien sûr. La plupart des films, je suis plutôt d'accord avec les résultats. Mais bon, les cérémonies et les récompenses, faudrait quand même que ce soit principalement pour des bons films. Bah, en l'occurrence, c'est quand même des bons films. Mais pas en tout cas que la sélection et le traitement de ces films soit fait à partir de leur vraie qualité artistique, pour pouvoir justement leur donner une tribune médiatique. Parce que oui, faut dire, c'est pas non plus Top Gun Maverick ou Avatar 2 qui sont quand même plutôt médiocres, qui ont eu le prix du meilleur film. Non, ou de c'est la pas meilleure médiocre, photo. Nicole, t'exagères. Bah, par rapport à la The Whale, à Everything Everywhere All At Once, par rapport à ce qu'il y a en face, c'est des films avec Même moins Aftersun, de propositions d'auteurs. Ouais. Mais oui, mais c'est des gros blockbusters bien baveux, quoi. Ouais, mais qui attirent beaucoup de monde en salle aussi. Oui, tu vois. mais ils ont pas eu les prix. Ils Et c'est ont pas mal, non, hein. enfin, Avatar a eu les meilleurs effets spéciaux, Oui, ce qui est quand même largement Ils ont travaillé mérité. 10 ans dessus. C'est Oui, normal. Voilà, donc ça c'est effets mérité. spéciaux, c'est sûr. Top Gun Maverick a eu les meilleurs avions, donc voilà, ça c'est on leur laisse. Les meilleurs Top Cruise. Voilà, exactement. Et Le meilleur son. il a eu le meilleur son, ouais, c'est vrai. Mais C'est un peu. Oh, j'ai. Ouais. Il nous reste un truc qui a pas été donné. Non, vous vous trompez les gars, c'est The Sun qui a eu le meilleur son. Alors, ouh là là, Nicolas. On va commencer avec les premiers films, les films à l'affiche du coup, parce qu'on parle d'actualité, mais il faut aussi parler des films qui font l'actualité au cinéma en ce moment. Et on a pris du coup 3 films très différents. On a pris Toute la beauté et le sang versé. Si je dis pas de bêtises, parce qu'on a fait des titres parallèles. Oui, c'est ça. Avec Toute la beauté et le sang versé. Voilà, on n'en fera pas les autres titres. Ouais, voilà, et ben c'est tout. Et Émilie et Auria, des films qui ont convaincu ou non certains de nos chroniqueurs ici présents, dont certains moustachus. Voilà, nous allons commencer avec le premier film, Toute la beauté et le sang versé. C'est parti, extrait de bande-annonce. The photographer Nan Goldin. She's a major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power, and particularly about the power that men have over women, and how that power is translated up in society. 100,000 dead! 100,000 dead! Alors donc c'est parti, c'est moi qui vais vous faire le synopsis vu que Gaston n'est pas là pour Toute la beauté et le sang versé. Donc c'est un film documentaire. Première fois qu'on parle d'un documentaire dans le podcast. C'est vrai. Mais très intéressant le documentaire. Donc c'est l'histoire de Nan Goldin. Donc c'est une photographe qui a révolutionné l'univers de la photographie, notamment dans la définition du genre et de la normalité en photographie. Et donc dans ce documentaire de Laura Poitras,
je prononce On à la sait pas la française parce qu'on prononciation. sait pas trop comment ça se prononce de base, mais en fait, elle va retracer la vie de la photographe à travers ses photos et en même temps son engagement en tant qu'activiste qui lutte pour la reconnaissance de la culpabilité de la famille Sackler dans la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde, crise pharmaceutique assez importante sur des prescriptions d'opiacés depuis à peu près 20 ans maintenant, Ouais. une bonne vingtaine d'années. Et donc le film retrace donc en parallèle la vie de la photographe et son engagement, film que j'ai personnellement beaucoup apprécié et j'ai l'impression que autour de la table c'est plutôt partagé. Oui, c'est un film qu'on a tous aimé. Puis non, on va pas se le cacher, c'était un film, c'est aussi le film qu'on a pris parce qu'il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, donc un des plus gros festivals, le premier prix dans un des plus gros festivals d'Europe et du monde. Et parler d'un documentaire, c'est vrai que c'est la première fois et c'était important aussi de mettre en avant ces formes-là, ce cinéma qui est souvent mis en retrait. C'est un film qui va pas forcément attirer le grand public et en même temps qui est pas le film à voir si on veut se vider la tête, mais si vous voulez vous intéresser à un sujet très beau, si vous aimez la photographie, si vous aimez l'art et si vous voulez découvrir quelque chose de très intéressant, de passionnant, foncez voir ce film. Et puis Mathéo va commencer à donner son opinion, son point de vue et dire pourquoi est-ce que c'est génial, toute la beauté et le sang versé. Mathéo, dis-nous tout. Oui, parce que moi je pense que c'est vraiment génial. C'est un film documentaire qui est très très beau et surtout il est poignant en fait parce que quand on imagine comme ça un film documentaire, souvent on imagine un film qui est plutôt lent, ennuyeux, mais là c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est un film qui certes a un format assez particulier, la moitié du film est en diaporama avec une voix off, même si tout le reste c'est pas tout le film. Il y a toute la partie qui narre les aventures, la partie qui raconte la vie en fait, la vie d'activiste. Tout de même, hein. Ça c'est de l'aventure quand même, oui c'est sûr. Mais la vie d'activiste de Nan Goldin est filmée avec caméra épaule, etc. Et pas que sa vie finalement, aussi tout le milieu underground de New York, des États-Unis à l'époque, de la musique, ça c'est beaucoup l'art. retranscrit. Ça c'est beaucoup retranscrit par les photos. Non, mais même par ce qu'elle raconte et par c'est son récit, hein, sa vie en fait. C'est toute sa vie, toute sa vie. C'est vraiment le sujet du film. En tout c'est cas, deux sujets, sa vie et aussi la partie activiste. Quoi. Oui, mais je pense que le film est un film pas ennuyeux. C'est pas un film ennuyeux. Non, c'est un film qui est vraiment poignant. Même si moi j'ai versé ma petite larme devant le film, c'est ce qui m'arrive très rarement, mais je pense que c'est le format documentaire qui permet une espèce de proximité vu qu'on sait que c'est des histoires vraies et c'est pour ça que le film est vraiment poignant et allez le voir, tout simplement. Vous ne vous bloquez pas à l'image documentaire et ce qu'on a dit sur le côté un peu de diaporama, parce que les images sont folles, la photographie est magnifique et le film est pensé pour être vraiment cinématographique, même à travers les photos, parce qu'on retrouve des personnages qui évoluent au fur et à mesure des photos de la photographe, avec il y a une vraie construction du film et une vraie évolution, parce que même quand elle a fait ses recueils, etc., elle les avait déjà pensés en diaporama, même au début, quand elle a commencé à faire de la photographie. Donc, donc c'est vraiment poignant, vraiment efficace. Elle est projetée en fait. Elle les projetait avec de la musique et des commentaires, un peu comme ce qu'elle fait avec ce film. Non, et puis là c'est intéressant parce qu'en plus si vous voulez découvrir un objet hybride, parce que c'est un film intéressant et c'est aussi des photos intéressantes parce que c'est le diaporama et c'est comme si on voyait aussi un livre photo ouvert et commenté directement par la voix de la photographe. Et si vous aimez un peu la photographie, là c'est très intéressant parce que c'est une série de photos qui est magnifique et subversive et assez folle en fait. Mathéo d'ailleurs en a fait son fond d'écran. Exactement. Et voilà, Nicolas, ton point de vue ton avis sur toute la beauté et le sang versé. Alors oui, Toute la beauté et le sang versé est un film absolument sublime qui arrive à déployer des artifices cinématographiques à travers la forme du documentaire qui sont absolument magnifiques, comme l'a pu le faire Chris Marker auparavant, un premier exemple qui me vient en tête, et qui revient un peu à cette espèce d'origine du racontage, des racontards de l'histoire, c'est-à-dire autour du feu, quelqu'un qui vient te conter une histoire par la voix. Et il mêle ça à des images en ralentissant la vitesse du cinéma qui d'abord se déploie à 24 images par seconde, mais qui ici vient se déployer à une image qui dure 3 secondes, et puis qui s'enchaîne à la vitesse d'un diaporama, à la vitesse à laquelle elle les a photographiés. Et elle vient en fait déployer
à travers un montage, enfin le film vient déployer à travers un montage vraiment cet aspect de narration au cinéma, à la fois en mélangeant les formes, c'est-à-dire la forme de la vidéo, la forme littéralement du cinéma, c'est-à-dire de la composition cinématographique. Moi je pense aux premières scènes qu'on voit dans le musée où on voit les capsules qui se désagrègent dans l'eau, dans la fontaine. Ce plan est absolument magnifique. Alors pour contextualiser un petit peu, c'est un plan qui se passe dans le Met, donc le musée, le Metropolitan Museum à New York, et c'est la grande salle du Met. Il y a une étendue d'eau, et en fait les personnages font, les personnes en fait font un dying, donc s'allongent sur le sol et jettent des boîtes de médicaments vides dans cette espèce d'étendue d'eau pour justement souligner l'impact des médicaments et expliquer pourquoi ils font cet événement, cette manifestation, ce combat, cette action en fait, voilà. C'est très intéressant que tu aies dit personnage, parce que c'est vraiment un film qui arrive à aussi déployer des artifices narratifs qui sont de l'ordre plutôt de la fiction d'habitude, c'est-à-dire une forme de montage alterné, en tout cas d'alternance entre un passé, presque une backstory, qui vient en fait se regrouper en un point fondamental, névralgique, pourrais-je dire, qui est cette action présente, encore presque dont les enjeux se voient aujourd'hui, puisqu'on arrive à quelque chose de vraiment de l'ordre du présent, à des images qui sont de l'ordre du présent, et qui sont confrontées à des images de l'ordre du passé, qui sont figées, qui sont dans ces pellicules, dans cette photo, qui sont plus accessibles, qui ne sont plus visionnables comme aujourd'hui on pourrait le voir avec des images qui ont le rythme de la réalité. Et cette confrontation entre ces deux régimes d'images vient apporter, on va dire, une réelle un nouveau sens du film, parce qu'il vient te dire que d'où est née cette révolution, d'où est née ce côté militant. Elle est née d'une vie en fait des corps, une vie purement humaine, une vie de rencontre. Elle va venir faire littéralement le portrait, à la fois par la voix et par la photo, de ses amis, de ses relations, et comment est-ce que ces relations pleines d'amour et parfois de haine ont pu mener en fait à ce point où on leur refuse en fait les relations par les maladies, par justement ces médicaments qui sont une honte. Mathéo ? Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, sur la narration, parce que je trouve que justement la manière dont est construit le documentaire nous permet vraiment d'avoir cette espèce de tension narrative, vraiment on suit une histoire, on suit l'histoire d'une vie, l'histoire de cette femme, l'histoire de cet artiste, et du coup c'est pas je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas un documentaire chiant. Faut vraiment pas se bloquer sur le format documentaire. C'est un documentaire qui est poignant, qui vraiment te prend du début à la fin et te fait vas-y, je vais t'emmener dans une histoire assez incroyable. Et en fait, très souvent, on a un peu cette image des documentaires, mais les documentaires, ça peut être vraiment cool. Même, il y en a qui sont aujourd'hui très populaires, tu vois, des documentaires sur des serial killers ou quoi qui marchent. Parce qu'on confond, on confond documentaire et reportage souvent, parce que le reportage qui est une forme imprimée du réel, là le documentaire est une forme plus ou moins fictionnalisée du réel. En tout cas découpée, en tout cas montée et présentée sous forme d'art. Subjective. Et subjectif. Bien sûr, il y a des choix qui sont faits dans le documentaire et c'est ces choix qui sont retranscrits, qui vont raconter quelque chose, et je pense que c'est vraiment vraiment intéressant d'aller voir ce film. Ah mais complètement, mais c'est aussi important, je voulais mettre un mot là-dessus parce qu'on parle de documentaire pour une fois, c'est que souvent on a tendance à dire t'as vu tel t'as vu Toute la beauté et le sang versé, c'est un film. Ah non c'est pas un film, c'est un documentaire. Ah non, attention, parce que tu vois, c'est un truc qui arrive souvent, et j'ai déjà eu des discussions par rapport à ça. Les documentaires, c'est des films, c'est pas de la fiction, mais c'est des films, et les films, c'est pas que de la fiction. Et c'est hyper important de faire la différence, parce que effectivement, Nicolas, tu parlais des reportages, c'est différent, c'est plus pour la télé généralement, et c'est pas forcément un film. Oui, puis ce sont pas des films. Non, c'est des émissions en fait. Exactement. Et là, c'est vraiment un film. C'est une œuvre, contrairement à Emily, c'est une œuvre. Enfin, on en parlera après, mais oui, c'est une œuvre. Non, c'est une œuvre, et c'est intéressant parce que oui, c'est un réal, c'est un propos, c'est une vision, c'est vraiment une œuvre cinématographique. Donc voilà, c'est important de souligner ça. Les films, c'est l'animation, c'est le documentaire, c'est les sextapes. Oui, non, mais bien sûr, mais oui, mais c'est même le porno en fait. C'est aussi, effectivement. Aussi les films. Mais voilà, faut pas se limiter que à la fiction et au cinéma hollywoodien. Mais voilà, en général, non, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, pour donner mon opinion brièvement sur Toute la beauté et le sang versé, je trouve que c'est un très beau film. C'est un film, comme tu l'as dit, Mathéo, qui passe
passe bien vraiment en termes de temps, on s'ennuie pas, c'est passionnant, c'est vraiment un film très intéressant où on est plongé dans ce milieu enfin d'ailleurs plein de milieux différents, parce qu'on parle même aussi de la prostitution, des maisons closes, des sujets qu'on filme assez peu, et enfin même qu'on romance souvent mais qu'on montre pas forcément dans le réel, et là c'est très émouvant et très touchant d'avoir ce récit qui est en fait qui est absolument pas pudique, qui est presque exhibitionniste des corps, qu'il est d'ailleurs dans les photographies. Ah oui, on voit des tubs et des chattes. Complètement, on voit tout. On voit des pénis et des vagins, pardon. Oui, voilà, on voit tout dans le film, et en même temps c'est passionnant. Et on voit cette vie, on voit ce récit très très bien raconté par la photographe, et on est même captivé en fait par l'avancée de cette histoire, cette affaire. Est-ce qu'ils vont réussir à tirer gain de cause, avoir gain de cause de cette affaire-là, de ce scandale en fait médicamenteux, des opiacés. C'est super intéressant et c'est très beau, effectivement. Il y a une belle musique aussi, je trouve. Et puis non, les photos sont superbes, c'est un travail remarquable, et ça change de ce qu'on voit habituellement. Donc si vous voulez voir quelque chose d'assez novateur, et en tout cas différent de ce qu'on peut vous conseiller et de ce dont on peut parler habituellement, allez voir ce film. Puis surtout, je trouve que le film arrive humblement à ne pas rentrer dans des versets très moralisateurs. Il aurait pu très bien nous dire « Oh là, regardez, c'est mal ce qu'ils font ». Non, parce qu'il arrive à aborder la dimension militante, tout en exposant aussi cette espèce de proximité subjective qu'il adopte, en faisant notamment le portrait de ce jeune homme, Brian. Je crois qu'il s'appelle Brian ou David, je sais plus lequel c'est. Brian, je crois. C'est Brian. Ouais, c'est vrai. Brian David, c'est l'ami de la photographe. Exactement. Histoire d'amour que Nan a eu avec un homme qui a fini par le frapper. Et elle ne l'expose pas comme une espèce d'histoire dramatique et manichéenne d'un homme qui lui aurait fait violence. Elle expose son amour fou qu'elle a eu pour cet homme, et pourquoi est-ce qu'il l'a amené à le frapper alors qu'il était si doux. Mais je pense aussi à la manière dont elle filme le visage de la docteure Sackler quand il y a un procès à la toute fin, et on voit en fait la résolution, la prise de conscience plus ou moins de cette dame haut placée qui est face au témoignage de ses parents qui ont perdu leurs enfants, et qui elle du coup a produit en fait ce médicament qui a amené à l'addiction, qui a amené à la mort des enfants, et qui voit en fait qui commence à voir la portée de ce qu'elle a fait, et il y a les larmes qui lui viennent, et elle arrive à filmer ce visage, et elle ne dit pas elle ne montre pas tout le manichéisme, mais elle embrase même en fait une espèce de proximité subjective qui vient nous dire que quand on perd en fait la relation des corps, la relation humaine, la relation des proximités, on en arrive à ce genre de drame. Et je trouve ça magnifique. Et puis au-delà aussi même de la question politique sur cette question de l'affaire Sackler, c'est aussi intéressant de voir au niveau politique, au niveau législatif, à l'époque la répression aussi envers les personnes homosexuelles, envers les personnes, les drag queens, les personnes trans, parce que le film montre tout ça, montre des relations lesbiennes, montre des personnes assez androgynes, des physiques spéciaux, et des gens qui sont rejetés finalement, qui sont rejetés par la vie générale, par la population, mais qui sont aussi rejetés au niveau législatif et légal en fait. On le montre dans le film qu'il y a des états dans lesquels on peut pas se mettre en avant et sortir de jour. Les personnages expliquent que justement il faut aller la nuit, il faut se cacher, il faut vivre dans le risque. Ah mais complètement. Et c'est super intéressant parce que le film aborde beaucoup de thématiques, c'est super enrichissant, et voilà. Et en même temps j'allais dire, de la même manière qu'on pourrait lire un livre sur un sujet précis, on apprend autant avec le documentaire, mais en même temps c'est pas juste un livre, c'est pas juste informatif, c'est aussi une œuvre d'art quoi, et c'est sublime, c'est très beau, et après voilà, est-ce que le film mérite son Lion d'Or ou non, c'est une autre question. Moi je pense qu'il a surtout été décerné parce que c'est aussi pour mettre en avant un genre, et je pense que les prix dans les grands festivals c'est toujours aussi pour mettre en avant ce type de film et ce type de proposition. On pense à Titane par exemple, qui est un film qui divise, mais on met en avant tel film parce que on met en avant aussi le cinéma de genre, tout ça, et là c'est le documentaire. Donc c'est un beau film, et encore une fois je le répète, par contre c'est pas un film pour tout le monde. Si vous voulez vous détendre et aller voir un film tranquille au ciné pour vous changer les idées, allez pas forcément voir ce film là, mais si vous êtes curieux et vous voulez voir un sujet passionnant et en apprendre sur beaucoup de choses, allez-y, foncez. Non, mais si vous voulez vider la tête, il y a deux solutions. Soit vous prenez une petite cuillère, soit vous regardez la saison 3 de LOL qui vient de sortir sur Amazon Prime. Soit vous allez voir à un moment. Non, Emily, faut pas se vider la tête, faut se détruire la tête. Ouh là là, Nicolas. Bah, très bien, très bonne transition, parce qu'on va enchaîner avec le prochain film que nous avons tous adoré autour de la table, y compris les moustachus, et qui n'aiment pas les films ici. Mais voilà, c'est parti pour Emily. Emily, extrait de bande-annonce. You know I don't like to meet new people.
What do you want to do? Do you think I could be a writer? I have lots of stories. Mr. Waitman will be tutoring you in French. He speaks with such poetry. Any man can speak. What I want to know is, can he actually do? Do what? Bon, après ce documentaire très cool, on va parler d'un film de Frances O'Connor, Emily. C'est basé sur l'histoire d'Emily Brontë, donc l'autrice des Hauts de Hurlevent, autrice britannique du 19e siècle. Donc librement inspirée de sa vie, on va suivre les débuts de sa jeunesse. Oui, sa jeunesse, le début de son amour pour l'écriture dans la ville de Haworth. En Angleterre, où son père tient un rôle de ministre, un rôle important dans la ville. Donc, un rôle religieux, je crois, un rôle ecclésiastique. Hein. Exactement. Oui, ecclésiastique, mais il est ministre de la paroisse. Ah, ok. Le nom. Et du coup, on va suivre ses débuts de sa vie, ses éboires, et notamment ses relations dans cette ville. Amoureuses. Ouais. Fraternelles. Oui, c'est ça, dans sa famille. De ce personnage, parce que c'est quand même assez librement inspiré de la vie d'Emily Brontë. On a comment ce personnage va évoluer et va s'intéresser à la littérature. Ouais, complètement. Voilà. Donc c'est un film globalement sur l'autrice, sur Emily Brontë. Je suis déjà pas d'accord, mais allez-y. D'accord, mais tu veux pas dire que c'est pas sur Emily Brontë? Ah non, c'est pas sur Emily. Ça aurait pu être un film qui s'appelle Sophie Brontë sur la même chose. Bon, c'est inspiré de sa vie. C'est inspiré de sa vie. Oui, mais on vit tous des histoires d'amour. Bon, après, on va pas commencer à se battre. Mais... Voilà, spoiler alert. Mathéo et moi, on a aimé. Nicolas a détesté le film. Donc Nicolas, vas-y alors. Je commence. Oui, voilà, tu vas pouvoir ne pas donner envie à nos auditeurs d'aller voir le film. Et puis après, nous, on va leur donner envie d'aller voir le film parce que c'est un type qu'on a aimé. Donc descends bien le film et on va le remonter, même si je pense que tu vas le descendre aux enfers. Donc. Bien. Emily. On se pose dans la salle de cinéma, on est bien confortablement sur son siège rouge. Qu'est-ce qu'on attend de voir ? Emily, donc biopic sur Emily Brontë, autrice très célèbrement connue. On a envie d'en apprendre plus sur la manière dont elle écrit, dans la manière dont sa vie a infusé son œuvre. Aussi, on redoute un peu, ou alors on adore Emma Mackey et c'est Emma Mackey, je me trompe pas sur le nom de la dame. Et on a envie de la voir dans une autre performance que Sex Education ou Eiffel. On a envie de la voir dans une autre performance que des romances adolescentes, ce qui est pour le coup un peu comment elle était présentée. Et en fait, non. Le film ne présente pas un biopic. Quand je disais tout à l'heure que ça ne pouvait être sur quelqu'un d'autre que Emily Brontë, c'est totalement le cas, car il évite totalement en permanence le sujet de l'écriture. Le film fait exactement comme Eiffel, qui pendant 20 minutes présente la construction de la tour Eiffel et puis part totalement sur une romance qui est une partie de la vie d'Eiffel, mais qui n'est pas du tout la majeure partie, mais qui est juste là pour présenter une sorte de pseudo-genre mélodramatique romancé qui... plaît à énormément de personnes. Là, il fait pareil. On ne parle pas de l'écriture d'Emily Brontë. Le conflit avec sa sœur sur le conflit de l'écriture qui est hyper intéressant d'un point de vue narratif n'est que frôlé, n'est que dans les 20 dernières minutes du film, qui sont d'ailleurs accélérées au montage par des espèces de diaporamas, justement, avec de la musique où on coupe le son du film et on met des images qui défilent, qui sont très peu intéressantes, qui éviscèrent les choix des personnages. Mais non, le film tient en 1h40 puisque c'est 1h40 qui vient raconter la romance de Emily avec ce vicaire qui s'installe dans la ville et qui est vraiment très beau gosse. En plus de mal maîtriser sa narration et de raconter cette romance pauvre, puisque oui, on a les rebondissements d'une romance classique, eh bien il ne nous compte pas pourquoi est-ce que Emily est une bonne autrice. D'ailleurs, il ne nous compte pas et puis il nous rappelle très souvent que c'est une bonne autrice parce qu'il y a 2 garçons qui lui disent en permanence qu'il faut qu'elle écrive parce que sinon elle aurait abandonné. Non, on ne nous explique pas ses inspirations, ses solitudes. On nous explique simplement les idées qui viennent de la nature parce qu'elle regarde 3 fois un arbre et parce que le mixeur a décidé de pousser un peu le son de la forêt. Mais non, ce n'est pas ça un film. Un film, c'est narrer et avoir un objectif. Là, le film n'en a pas, c'est pour ça qu'il est complètement divisé entre 1h40 de romance qui, pour moi, n'ont aucun intérêt quand on parle de la vie de Emily Brontë, et 20 minutes de pseudo-rattrapage pour qu'on se dise, oui, on parle d'elle, et puis on va arriver à sa mort, parce que oui, c'est un personnage, on sait qu'elle va mourir, c'est montré dans la première scène. Maintenant, quand on a évoqué le scénario, on peut évoquer la mise en scène. Alors oui, c'est le premier film de Frances O'Connor qui était une actrice qu'on a pu retrouver par exemple dans Intelligence Artificielle. Le film est si pauvre en termes de mise en scène que même les artifices qu'il arrive à déployer les déploie mal. Il ne sait pas comment les employer, il déploie des effets de style, des effets d'esthétique et non pas qui viennent relier la forme au fond.
J'en prends par exemple une scène où elles se mettent à courir dans un pré au tout début avec les nuages qui arrivent, et la scène vient au ralenti, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour faire un peu plus joli, un peu plus beau, mais n'amène rien de plus. Je prends pour exemple des très gros plans sur les yeux, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je prends d'exemple des travelling compensés qui apparaissent vraiment comme des effets de style pour dire les gars, je sais tenir une caméra parce que c'est mon premier film. Non, c'est des effets de mise en scène qui ne savent pas où ils vont. Elle ne sait pas filmer ses personnages, elle ne sait même pas faire les raccords. Le montage à des moments est vraiment très moyen, aussi parce qu'il ne sait pas comment gérer sa musique, qui vient remplir les fonds de tiroir, qui vient juste faire des formes de pseudo-ellipses dans l'histoire. Moi je trouve ça absolument laid. Le film est complètement sous-exposé, alors peut-être qu'on a un problème de projecteur, mais cette espèce de couleur terne permanente qui ne vient jamais exposer la beauté là où elle doit être, moi ça me pose problème. Le film des fois est presque inregardable tellement c'est terne, c'est sombre, c'est laid. Non, moi rien ne me plaît. Même le mixage du son, il y a des moments où le son coupe. Doucement. Même le mixage du son, pour moi, il y a des moments où le son coupe, et je vais pas trop m'attarder sur les défauts, on va un peu rebondir les uns sur les autres, mais je trouve que le film n'est pas terminé en fait. Ils auraient dû réfléchir à leur structure de montage, à leur structure sonore, qui pour moi n'est pas du tout accomplie. Emma Mackey ne sort pas de ses performances habituelles, elle se pince les lèvres comme d'habitude, elle joue les regards, en plus d'ailleurs le moment où elle passe de la haine pour le vicaire à une espèce d'adoration soudaine, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y avait un conflit évident entre le personnage hyper religieux et la libertine, enfin en tout cas la libertine qui commence à devenir libertaire. Non, le film ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il raconte, ne connaît pas les conflits entre ces personnages, je ne sais même pas si elle a lu Les Hauts du Relevant. Bref, ça m'a énervé. Alors oui, on voit que ça t'a énervé, mais en fait, je trouve que t'es allé dans la salle avec peut-être des envies, des attentes. Et moi, je vais te raconter de quelqu'un qui a aucune attente. C'est-à-dire que j'avais aucune attente devant le film, moi. Ah non, mais si, t'avais des attentes parce que tu savais déjà que t'allais en face d'un biopic. Tu attendais des choses. Ça s'appelle Emily. Oui, non, d'accord. Tu savais, tu es arrivé en disant j'ai pas envie de le voir. Ah non, mais j'avais pas envie de le voir, mais il y a plein de films que j'ai pas eu envie de voir et que j'ai adoré. D'accord, très bien. Mais t'es arrivé en sachant que c'était un biopic sur Emily Brontë. Tu es arrivé en sachant que c'était Emma Mackey, que tu attendais à ce qu'elle sorte de ses. Tu l'as dit toi-même. Ah bah oui, bien sûr. Qu'elle sorte de ses carcans. Moi, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui est arrivé. Franchement, j'avais oublié le titre du film avant d'y aller. J'y suis allé en voyant que c'était Emma Mackey sur l'affiche du film en rentrant dans la salle. Et moi, j'ai été plutôt, on va dire, j'ai pas été transcendé par le film. Je le trouve pas exceptionnel, mais je trouve que t'es quand même extrêmement dur avec lui parce que, certes, d'accord, ça ne raconte pas l'histoire d'Emily Brontë. Mais déjà c'est un gros problème. Enfin, un film s'appelle Emily. Moi je suis pas d'accord. Mais en fait, le truc c'est que d'accord, mais peut-être qu'ils auraient pas dû vendre sur le fait que c'est un biopic, mais ils parlent de sa vie en s'inspirant librement de celle-ci, en se disant on va intégrer quelque chose à l'intérieur. Certes, c'est une histoire d'amour, une romance. On peut être déçu du fait que Emma Mackey ne sorte pas des rôles qu'elle a déjà fait, mais je trouve qu'elle joue bien. Je trouve qu'on peut pas de notre position commencer à dire que ouais elle joue mal. Moi je trouve qu'elle joue bien. Ah non mais c'est juste qu'elle ne sort pas de son jeu habituel. D'accord. Et ben moi je trouve que c'est pas voilà. Je pense pas que ce soit une critique viable. Elle joue bien. Je pense pas que ce soit une critique viable pour dire bah vas-y je vais pas motiver les gens à aller voir le film parce que elle sort pas de son carcan habituel. C'est un ensemble de choses. C'est aussi que le film ne sait pas ne traite quelque chose. Enfin il présente quelque chose qu'il ne traite pas. Mais moi je trouve qu'il le traite quand même parce qu'il y a même si c'est un peu maladroit par moment, le traitement de la littérature est quand même intéressant. C'est incomplet. Je pense que c'est pas forcément les points les plus c'est pas le point qui fait que le film fonctionne. Je suis d'accord avec toi, il y a quelques trucs qui ont du mal à passer, mais par exemple la transformation du vicaire qui va justement par la lecture de ce poème va commencer à se rapprocher d'Emily, à se remettre en cause. Et ben je trouve que ça parle de la littérature. Non, ça parle d'amour. C'est la littérature qui est littéralement un transfert de l'amour. Et oui, d'accord, oui, mais c'est via la littérature. Du coup, tu ne peux pas dire que le film ne parle pas de littérature. Mais non, parce que c'est des prétextes aux histoires d'amour. Bah oui, mais et donc on ne parle pas de son écrit, de son inspiration. D'accord. Et bah toi, t'es déçu que ce soit un prétexte. Non, moi je trouve pas que déçu. Si on veut faire un film, si la réalisatrice a voulu faire un film de romance, un film d'amour, etc. Et ben pour moi, le film
réussi là où réussi parce qu'il parle d'une histoire d'amour qui est belle, qui est émouvante et qui fonctionne relativement bien dans le film. Même l'ambiance d'époque, moi je la trouve assez bien Complètement retranscrite. raté. Non mais Bien sûr que si. en fait t'as tellement détesté le film que tu vois rien ça, qui c'est ça. rien Non, qui mais ressort. c'est pas que j'ai détesté le film, c'est que le film ne m'a rien montré que je puisse adorer. Mais le film n'est Il y a, pas il y a deux scènes Nicolas. que j'ai adorées. Il y a deux scènes Le que j'ai adorées. film n'est pas un documentaire, il a le droit de faire de la romance Oui, et c'est ça. Ah mais j'ai pas dit ça, d'aborder j'ai dit sujet que le comme film il ne veut. présente pas ça comme ça, qu'il ne devrait pas présenter ça, que ça a été déjà vu et que c'est mal montré. Donc ça fait quand même 4 choses qui font que... Bon, laisse-nous Voilà. dire pourquoi Non, est-ce qu'on a mais- aimé le film maintenant. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de débat aussi virulent Ouais, sur de un scission film aussi important. Ouais, de scission aussi importante, mais voilà, je vais quand même donner mon opinion et essayer de vous convaincre que Emily est un bon film et qu'il faut aller le voir parce que vraiment j'ai vraiment apprécié ma séance. Même si j'ai des reproches, je suis d'accord que c'est pas un film parfait, il y a des défauts apparents évidents, mais vraiment c'est un film qui m'a plu. C'est un film qui m'a plu pour plein de raisons. Déjà Nicolas parle des biopics et je ne suis pas d'accord avec lui parce que on a pléthore de biopics qui sont des films très simples, très conventionnels. Là pour le coup, on a une proposition qui est assez différente puisqu'effectivement, on va pas faire un biopic ou un récit simple de la vie d'une autrice, on va expliquer plein de choses, plein de sentiments, et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée au contraire, Nicolas, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à devenir autrice? Parce que oui, on voit dès le début que cette jeune femme a envie d'écrire. Elle fait des poèmes, c'est très beau, et elle est déjà mise de côté au début parce que c'est une femme, et que son frère, qui veut lui aussi être auteur, paraît plus légitime à le faire, alors que elle, ça paraît plus complexe, et que elle est vue comme la folle, comme l'étrange du village qu'on met de côté. Et finalement, à travers la relation avec les hommes qui l'entourent, mais aussi les femmes, mais surtout en fait les hommes qui l'entourent, elle va prendre conscience que son écriture est très bonne en fait, et talentueuse, qu'elle a du talent et qu'elle peut devenir cette autrice fameuse qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça c'est juste pour répondre à la question du traitement d'Emily Brontë et de cet aspect biopic ou non. Mais effectivement, est-ce que c'est un biopic, est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est un récit fictionnel, fictif complètement, pourquoi pas, mais ça c'est pas forcément le cœur à mon avis du film. Si vous voulez voir une proposition de cinéma intéressante qui, bien sûr, a des défauts, notamment la fin, qui, en fait, justement, je pense que la fin du film traite vraiment de la partie où Emily Brontë se met à écrire, et c'est pas forcément le plus intéressant, et je pense que le film aurait dû s'arrêter un peu avant, parce qu'il y a quelques longueurs, notamment sur la fin, mais sinon, vraiment, il y a de très très beaux moments de cinéma dedans. Il y a une scène, et Nicolas est d'accord avec moi, au début du film, avec un masque, qui peut rappeler un peu le film de Kubrick. C'est très onirique, c'est très beau et c'est très bien monté. Il y a des vrais moments de poésie dans le film aussi. Il y a un moment où, alors je vais en parler brièvement pour vous décrire un peu la scène. C'est une scène où les deux personnages entretiennent une romance et sont dans une espèce d'abri abandonné au milieu des plaines anglaises. Et à ce moment-là, on entend le vent qui souffle, le vent qui souffle dehors. Et le personnage du vicaire fait remarquer à Emily que en fait ce vent c'est exactement le même bruit que la mer, et un travail sonore qui se crée. Je trouve ça très beau, très poétique, et on a plein de moments de poésie comme ça et de moments de douceur. On a un moment aussi où les personnages se toisent, se touchent à travers un drap très subtil. La photographie finalement est plutôt, même si elle est assez terne, elle est quand même plutôt belle et plutôt poétique. C'est un beau film, ça montre bien les plaines anglaises et les décors qui sont finalement très beaux, même si effectivement la rue est peu montrée, mais c'est pas très grave, ça joue bien, les personnages sont quand même intéressants, c'est bien caractérisé, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film avec une grande prétention, au contraire, c'est un film qui arrive comme ça sans rien demander et qui fait franchement le taf et qui est vraiment sympa et très intéressant, très beau. C'est un film qui m'a plu, c'est un film que je peux vous recommander aussi si vous avez juste envie d'aller voir un film finalement assez dépaysant et pas trop prise de tête. Donc franchement, Emily, je vous le recommande, ça a des défauts effectivement, mais c'est un beau film et moi ça m'a plu. Je vais continuer sur ce que tu disais, Victor, moi, par rapport au fait que c'est un film qui fait le taf. Pour moi, tous les films n'ont pas besoin d'être des chefs-d'œuvre pour être des bons films. Exactement. Et je pense que Emily fait partie de ces films-là. C'est un film qui part de la vie d'une autrice. Ouais, elle part d'une autrice. Non, ça part d'une autrice. C'est même d'une pas femme, de sa vie. Ça part d'une jeune femme. Ça part d'une jeune femme qui se révèle être une autrice connue et qui veut initialement l'être. Et je trouve que on parle depuis tout à l'heure d'Emily, mais l'actrice Emma Mackey, qui pour moi, je l'ai trouvée vraiment
bonne dans le rôle. Je l'ai trouvé même justement dans la scène du masque dont vous parlez, j'ai trouvé qu'elle se transcende en tant qu'actrice, elle fait très très bien. Ouais. Elle reste quand même, je suis d'accord avec toi Nicolas sur ça, elle reste dans des rôles où on l'a vu un peu. Mais c'est pas le problème du film ça. Mais c'est pas du tout le problème du film. Et je trouve que justement, il y a certaines séquences où justement elle va plus loin que les rôles qu'elle a déjà fait. Elle a pas un jeu exactement pareil que dans ses autres films. Il y a des séquences qui sont vraiment très très belles. Et quand tu disais qu'en termes de mise en scène, le film était vraiment vide, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que il est pas vide, il bégaye. C'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais c'est un premier film, c'est pas un chef-d'œuvre, d'accord. Mais il y a des bonnes idées de mise en scène à plein de moments que j'ai trouvé plutôt intéressantes. Je vais pas tout détailler parce que les notions de mise en scène comme ça, c'est difficile à expliquer à l'oral. Mais moi, je trouve que le film est pas, il est pas inintéressant. Il a des très bonnes idées de mise en scène par moment et c'est un bon film. Moi, je considère que c'est un bon film. Ouais, c'est un film qui, je pense, peut plaire à beaucoup de monde. Et je le conseille très largement. Ouais, franchement, autant un public plus âgé qui veut voir quelque chose d'assez sage, parce que le film est finalement relativement sage, autant à n'importe qui viendrait voir une romance britannique assez bien filmée. Au 19e. Et très dépaysant finalement. Très dépaysant. Cool, très cool. Donc non, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais Nicolas a tellement descendu le film qu'on est obligé de le remonter et d'en dire beaucoup de bien, parce que franchement, moi j'ai passé un bon moment, même si c'était un poil long, et encore pas trop. Voilà, bon, on va pas s'étaler trop longtemps sur Emily, on en a parlé déjà beaucoup, peut-être même plus que toute la beauté et le sang versé, mais voilà, c'est important d'en parler parce que on a d'ailleurs pas forcément parlé de biopic non plus dans l'émission, ni de films de ce type-là, et finalement assez peu de films britanniques d'ailleurs aussi, mais allez voir Elvis. Allez voir Elvis, oui, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un biopic, contrairement à Emily. Oui, mais sur, enfin bon, peu importe. Mais on va pas élaborer. Moi, si je dois vous faire un conseil, c'est allez pas voir Emily et rattraper Elvis. Oui, Elvis, c'est génial, on en a déjà parlé dans l'émission, dans le top film. Ah oui, on parle de biopic. Mais aujourd'hui en salle, ce qu'il y a, Emily, ça fait l'affaire et c'est pas mal comme film de la semaine. C'est peut-être même mon film préféré de la semaine. Alors, c'est très bien le documentaire aussi, mais ça m'intéresse, c'est différent. Voilà, bon, peu importe. On va passer au dernier film de la sélection que je suis seul à avoir vu malheureusement, puisque mes camarades qui devaient voir le film ne sont pas venus à l'enregistrement. Donc du coup je vais vous parler de Ouria, extrait de l'annonce de suite. La police خلقتها صافي خلاص ما نزيدوش نشطحوا حنايا صح. Alors Ouria, c'est un film franco-belge qui se passe en Algérie, qui se passe à Alger, et c'est un film en fait sur donc une jeune femme qui s'appelle Ouria, qui rêve d'être danseuse, qui est d'ailleurs danseuse talentueuse et qui veut en fait en faire son métier, mais qui travaille la nuit dans un hôtel en tant que femme de ménage pour gagner de l'argent, et qui va parfois même dans des combats de boucs, combats d'animaux pour faire des paris et essayer de réussir à avoir de l'argent pour pouvoir offrir une voiture à sa mère. Enfin, voilà, c'est une jeune femme qui a essayé de réussir dans la vie et de vivre de sa passion, et elle va être agressée par un homme, ce qui va la conduire à devoir se faire opérer à l'hôpital, et va s'en suivre toute une série de mésaventures et d'aventures liées à son rêve et à ses ambitions et à son contexte aussi en Algérie et à la justice, à cette agression. Donc voilà, c'est difficile de pitcher Ouria, mais c'est globalement un film sur la danse et un film qui traite du coup d'une ambition et d'un rêve d'une jeune femme aspirante danseuse. Voilà, donc c'est un film que je suis allé voir sans trop d'attente. C'est un film dont je vous parle seul, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé d'un film seul dans le podcast, donc ça va être dur de nuancer, parce que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à qui répondre, mais malheureusement les micros... Je peux le descendre, moi, tu es là. C'est ma spécialité. Ah, tu es là. Oui. Salut. Tu es revenu, Nicolas, t'as pas fini avec Émilie. Donc Ouria, c'est un film qui m'a pas déplu, mais qui m'a pas plu non plus, et je pense qu'il y a pas mal de défauts au film. C'est un film globalement qui essaie pas mal de choses, qui essaie en fait
plein de formes et qui met vraiment en avant et sa construction autour de musique, beaucoup de musique en fait. C'est un film avec des musiques assez connues, une BO avec beaucoup de films de musique assez connus en fait, beaucoup de musique populaire et en fait c'est une des principales idées de mise en scène avec des plans toujours en mouvement, beaucoup de mouvements, caméra à épaule tout le temps. D'ailleurs c'est aussi un reproche qu'on pourrait faire à Emily, il y a pas il y a très peu de plan fixe, hein, ce qui est un problème. Mais Nicolas, tu ne reviens pas dans la critique là ici. Mais non, c'est un reproche principal à Ouria parce que il y a des scènes qui sont bon, voilà, des courses poursuites à caméra à l'épaule, pourquoi pas, c'est vu et revu, mais pourquoi pas. Mais des plans qui sont juste en faible mouvement alors qu'ils n'en ont pas besoin. Bon, peu importe, c'est de la technique. Mais globalement, le film en fait, sa construction scénaristique, elle est très simple, elle est prévisible. On s'attend à ce qui va se passer à la fin et tout au long du film. Ça parle de sujets qui sont intéressants mais qui sont vus et revus, notamment la danse et autres aspirants personnages qui veulent s'élever socialement et qui galèrent. Et bon voilà, c'est un film honnête mais qui m'a vraiment pas enchanté en règle générale. Je sais pas vraiment quoi dire sur le film. C'est pas un film très complexe, en même temps c'est pas un film très réussi non plus, hein. Donc c'est un film cette jeune femme et qui est pour le coup bien interprété par Lina Koudry, hein. C'est vraiment c'est vraiment un point fort du film. Elle joue très bien, je trouve. Et voilà, d'ailleurs elle parle aussi en arabe dedans. C'est un film qui est à moitié en arabe, à moitié en français. Et non, c'est intéressant, c'est dépaysant, c'est différent de ce qu'on peut voir puisque c'est un film franco-belgo-algérien, je sais pas si on peut dire ça. Mais non, voilà, globalement c'est pas un film déplaisant, c'est pas un film incroyable, mais c'est pas forcément un film qui m'a enchanté et je vous le recommande ou non, je sais pas forcément. Cette semaine il y a deux autres films plus intéressants je pense à voir, mais si vous voulez découvrir le film, pourquoi pas. Et voilà. Donc on va conclure cette émission, de film de la semaine et petit tour de table pour savoir ce que chacun en a pensé. Globalement, Nicolas, non tu parles plus, c'est fini. Mathéo, ton avis sur l'émission? Bah en tout cas, émission intéressante, hein. On a parlé quand même de pas mal de films intéressants, enfin pour ma part, et des Oscars. Je pense que bon, j'ai l'impression qu'on a été pertinent, qu'on a dit pas mal de trucs intéressants carrément, et que carrément. Pour le coup, la scission sur Emily nous a permis de parler de trucs intéressants, je pense. Ouais. Alors juste, j'ai pas dit, mais la réalisatrice du film Ouria, c'est Mounia Medour. Donc je l'avais pas dit, voilà. Et puis finalement, on a parlé de 3 films réalisés par des femmes aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant pour sortir un peu du carcan masculin, ce qui change aussi. C'est vrai que c'est dommage que Bleu soit pas là, parce que c'est quand même 3 mecs qui parlent de 3 films réalisés par des femmes. Ça aurait été cool que Bleu soit là, mais bon. Ouais, c'est pareil pour la semaine dernière, Women Talking, on était 2 mecs à parler du film aussi. Mais... Voilà, Nicolas, t'es revenu? Je suis là. Vas-y, dis-nous ton nom, ou je sais pas. Non, mais je trouve qu'on a parlé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai parlé de 2 films super intéressants, c'est-à-dire Everything Everywhere at Once et Toute la beauté et le sang versé. Je vous encourage quand même très fortement à aller voir Toute la beauté et le sang versé. Vraiment, enfin, j'insiste dessus parce que forme du documentaire, Mostra de Venise, sujet important, forme cinématographique, je trouve assez innovante. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment la découverte de cette semaine, la grande surprise. On n'a pas été d'accord sur Emily, mais on est quand même d'accord pour dire que la grande surprise c'est ça, même si toi je suis d'accord. Donc voilà, ça on vous encourage à aller le voir et puis c'était très très cool. Voilà, malheureusement j'étais seul à parler de Ouria, moi, donc j'aurais bien aimé échanger avec mes camarades, mais ça n'a pas été possible. Donc pareil, émission intéressante de mon côté, puis je pense que je préfère Toute la beauté et le sang versé, mais j'ai vraiment bien aimé Emily. Non, Nicolas, c'est vrai. Voilà, globalement, un dernier mot sur nos auditeurs de Villette Danton. Ouais, les gars, si vous avez besoin d'aide pour contrer les invasions, appelez-nous, on a des haches. AVC, ça taille pas que le cinéma, hein. Ça taille aussi des bouches. Donc pas mal. Non, mais voilà, la Tour du Pin, c'est pas si loin de Lyon en fait finalement. Donc on pourra un petit train et puis on va défendre ce village qui mérite d'être défendu, notamment pour Clément Rousseau. C'est génial. Mais sinon voilà, suivez-nous sur Instagram comme d'habitude, AVC.podcast, et mettez-nous une petite note sur Spotify, Deezer, 5 étoiles, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi sur les plateformes de streaming, et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait plaisir chaque semaine vraiment de lire vos messages, de répondre, et c'est vraiment cool. Donc sinon comme ça on est moins seul, on n'est pas juste 3 autour d'une table à Lyon, et c'est plus rigolo. Donc voilà, et puis surtout les amis, on se dit à la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.